Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se dit « Mais comment j'ai pu être aussi naïve ?» Et croyez-moi, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est exactement ce genre d'histoire qui vous donne des frissons dans le dos. Ma propre petite fille, celle que j'ai élevée comme ma fille, celle à qui j'ai tout donné, a littéralement caché mon testament original pour mettre la main sur toute ma fortune. Oui, vous avez bien entendu, toute ma fortune. Et le pire dans tout ça, j'ai failli ne jamais découvrir la vérité. Mon Dieu, rien que d'y repenser, j'en ai encore la chair de poule. Mais attendez, parce que cette histoire, elle ne parle pas seulement de trahison et d'argent. Non, non, non. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Comment l'argent peut transformer les gens qu'on aime, comment l'héritage peut devenir une malédiction. Et surtout, comment j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma vie et de mon patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous vous dites en ce moment, « Oh là là, ça ne m'arrivera jamais à moi », détrompez-vous, ma petite dame, mon petit monsieur, parce que les statistiques montrent qu'une famille sur 3 connaît des conflits d'héritage graves. 1 sur 3. Alors si vous voulez savoir comment protéger votre patrimoine, comment détecter les signes avant-coureurs d'une manipulation financière, et comment une femme de 72 ans comme moi a réussi à tout récupérer en utilisant des stratégies que personne ne connaît. Restez jusqu'au bout parce que je vais tout vous révéler. Et d'ailleurs, si vous aussi vous croyez que la famille passe avant l'argent, mais que parfois l'argent révèle le vrai visage des gens, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes histoires de vie. Allez, cliquez, ça prend 2 secondes et ça peut vous sauver d'une catastrophe financière comme celle que j'ai vécue. Bon, laissez-moi vous planter le décor. Je m'appelle Geneviève, j'habite dans le 16e arrondissement de Paris depuis 45 ans et j'ai toujours été ce qu'on appelle une femme prévoyante. Mon mari, que Dieu ait son âme, il est décédé il y a maintenant 15 ans d'un cancer foudroyant. Et il m'a laissé un patrimoine conséquent. 3 appartements parisiens, une maison secondaire à Deauville, un portefeuille d'actions diversifié et quelques placements dans l'immobilier locatif. En gros, on parle d'un patrimoine d'environ 4 millions d'euros. Oui, 4 millions. Je ne dis pas ça pour me vanter, hein. Je dis ça parce que c'est important pour comprendre la suite. Parce que voyez-vous, quand on a cette somme-là en jeu, les gens changent. Même ceux qu'on croit connaître par cœur. Mon mari et moi, on n'a eu qu'un seul enfant, notre fils Antoine, un garçon brillant, polytechnicien, qui travaillait dans la finance à Londres. Mais la vie, elle est parfois cruelle, et Antoine est mort dans un accident de voiture il y a 8 ans, lui et sa femme Claire. Ils revenaient d'un week-end en Normandie, quand un chauffard complètement ivre leur est rentré dedans sur l'autoroute. Du jour au lendemain, paf, plus de fils, plus de belle-fille. Il ne me restait plus que ma petite fille Mathilde, qui avait 17 ans à l'époque. Mathilde, ma petite Mathilde. Vous savez, quand on perd un enfant, on se raccroche à ce qui reste. Et Mathilde, c'était tout ce qui me restait de mon Antoine. Alors je l'ai prise sous mon aile. Je l'ai hébergée chez moi, le temps qu'elle finisse ses études. Je lui ai payé les meilleures écoles privées, je lui ai offert des cours particuliers, des voyages linguistiques, tout ce qu'il fallait pour qu'elle réussisse. J'ai même financé ses études à Sciences Po. Vous voyez le genre? Je me disais, cette petite, c'est l'avenir de notre famille. Je dois lui donner toutes les chances. Et franchement, pendant des années, tout se passait bien. Mathilde était gentille, attentionnée, elle m'appelait tous les jours, elle venait prendre le thé chez moi le dimanche après-midi. On parlait de tout et de rien. Elle me racontait ses projets, ses rêves, son envie de monter son entreprise dans le conseil en communication. Moi, j'étais fier comme tout. Je me disais que j'avais réussi à l'élever correctement malgré le drame qu'elle avait vécu. Mais voilà, les choses ont commencé à changer il y a environ 3 ans, quand Mathilde a rencontré Julien. Oh là là, Julien. Déjà, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche avec ce type. Vous savez, on a toutes eu cette intuition féminine, ce petit 6e sens qui nous dit que quelque chose ne va pas. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être juste moi qui devenais trop protectrice, trop méfiante avec l'âge. Julien, c'était le genre de gars qui sourit trop, qui parle trop,
qui a toujours l'air de calculer quelque chose derrière ses beaux discours. Il se présentait comme entrepreneur dans l'investissement immobilier. Mais plus je l'écoutais parler, plus je me rendais compte qu'en fait, il n'avait rien. Pas de patrimoine, pas d'entreprise solide, juste des projets fumeux qui ne marchaient jamais. Le genre de type qui vit au-dessus de ses moyens, avec des crédits partout, et qui cherche désespérément à faire fortune rapidement. Et devinez qui était sa cible principale pour ces soi-disant opportunités d'investissement? Eh oui, votre humble servante, Geneviève la mamie aux millions d'euros. Au début, c'était subtil. Julien commençait par me dire des trucs comme « Oh Geneviève, vous savez, avec votre patrimoine, vous pourriez vraiment optimiser votre fiscalité. » Je connais des placements exceptionnels qui rapportent du 15% par an. 15% par an, vous vous rendez compte? Même Warren Buffett ne fait pas du 15% en moyenne sur le long terme. Alors vous pensez bien que j'ai tout de suite senti l'arnaque. Mais Mathilde, elle était complètement sous son charme. Elle me disait « Mais grand-mère, Julien s'y connaît vraiment. Il a étudié la finance, il sait ce qu'il fait. » Et moi, pour ne pas créer de tension, je faisais semblant d'écouter poliment en hochant la tête, mais dans ma tête, je me disais « Jamais de la vie, je ne confierai un centime à ce type. » Et j'avais bien raison de me méfier, croyez-moi. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai commencé à avoir quelques problèmes de santé. Rien de grave au départ, juste de la fatigue, quelques vertiges, le genre de petits soucis qu'on a quand on vieillit. Mon médecin m'a fait faire des examens et il a diagnostiqué une hypertension artérielle assez sévère et un début de problème cardiaque. Il m'a mis sous traitement et m'a recommandé de lever le pied, de me reposer, d'éviter le stress. Facile à dire, hein? Parce que justement, c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se gâter. Mathilde et Julien ont emménagé ensemble dans un grand appartement du 7e arrondissement. Un appartement hors de prix, qu'ils n'auraient jamais pu se payer sans aide. Et devinez qui a servi de caution. Oui, encore moi. Je me disais que c'était normal, que c'était mon rôle de grand-mère d'aider ma petite fille à s'installer dans la vie. Mais très vite, les demandes se sont multipliées. Grand-mère, on a besoin d'un coup de pouce pour les meubles. Grand-mère, on a une opportunité d'investir dans une start-up incroyable. Tu pourrais nous prêter 50 000 euros? 50 000 euros. Vous imaginez? Et à chaque fois, je disais non. Et à chaque fois, je voyais l'attitude de Mathilde changer un peu plus. C'est là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose de très malsain était en train de se passer. Mathilde ne me regardait plus comme sa grand-mère, mais comme une source de revenus, comme un distributeur automatique de billets, qu'il fallait juste savoir manipuler correctement. Et le pire, c'est que Julien était le marionnettiste derrière tout ça. Je le voyais bien. Il lui mettait des idées dans la tête. Il lui montait le bourdon contre moi quand je refusais de donner de l'argent. Il lui disait des trucs du genre « Mais enfin Mathilde, c'est ton héritage après tout. Tu ne vois pas qu'elle thésaurise pendant que nous on galère? Pendant que nous on galère ?» Eux qui vivaient dans un appartement de 100 mètres carrés, dans le 7e avec vue sur les Invalides, qui partaient en week-end à Biarritz tous les mois, qui mangeaient dans les meilleurs restaurants. Et moi, la vieille radine égoïste qui thésaurise. Non mais franchement, l'audace de ce type, elle me laissait sans voix. Et puis est arrivé le jour où ma vie a basculé. C'était un mardi après-midi du mois de novembre, je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait gris, il pleuvait des cordes sur Paris, et j'avais rendez-vous chez mon notaire, Maître Bertrand, pour mettre à jour mon testament. Parce que voyez-vous, avec mes problèmes de santé, je voulais être sûr que tout était en ordre, que mes volontés seraient respectées. Mon testament à l'époque, c'était assez simple. Je laissais tout à Mathilde, ma seule héritière directe, mais avec quelques legs spécifiques pour des associations caritatives qui me tenaient à cœur. 20% pour une fondation contre le cancer, en mémoire de mon mari, et quelques donations à des œuvres pour les enfants orphelins. Le reste, soit environ 3 millions d'euros, revenait à Mathilde. Généreuse la grand-mère, non? Mais ce jour-là, j'ai décidé de modifier mon testament. Pourquoi? Parce que quelques semaines plus tôt, j'avais eu une conversation terrible avec Mathilde. On était chez moi, on buvait le thé, et elle m'a sorti de but en blanc « Grand-mère, il faut qu'on parle d'argent. » Tiens donc, quelle surprise. Je lui ai dit « Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, elle m'a expliqué que Julien et elle voulaient créer leur entreprise de conseil en investissement immobilier, qu'ils avaient besoin de 200 000 euros pour démarrer
et qu'elle comptait sur moi pour financer le projet. 200 000 euros. Comme ça, tranquillement, comme si elle me demandait de lui prêter 20 euros pour aller au cinéma. Je lui ai répondu calmement que c'était une somme considérable, que je ne connaissais rien à leur projet, que je voulais voir un business plan sérieux avant de prendre une décision. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, et je cite, « De toute façon, tout ça, ce sera à moi un jour. Alors autant que j'en profite maintenant, pendant que je suis jeune, au lieu d'attendre que tu meurs. » Voilà, texto, attendre que tu meurs. Ces mots-là, je ne les oublierai jamais. J'ai senti mon cœur se serrer, mes mains trembler. Ma propre petite fille venait de me dire en face qu'elle attendait ma mort pour profiter de mon argent. Alors oui, ce jour-là, chez Maître Bertrand, j'ai décidé de modifier mon testament. J'ai ajouté des clauses très précises. Premièrement, Mathilde ne toucherait son héritage qu'à partir de 35 ans, et avant cet âge, elle ne percevrait qu'une rente mensuelle de 3 000 euros, gérée par le notaire. Deuxièmement, si jamais je découvrais qu'elle tentait de manipuler quoi que ce soit concernant ma succession, elle serait automatiquement déshéritée et tout irait aux associations caritatives. Troisièmement, j'ai nommé Maître Bertrand comme exécuteur testamentaire avec des pouvoirs étendus pour faire respecter mes volontés. Et quatrièmement, j'ai fait rédiger un testament holographe, c'est-à-dire écrit entièrement de ma main, daté et signé, en plus du testament authentique chez le notaire. Pourquoi cette double précaution? Parce que j'ai lu des dizaines de livres sur la gestion de patrimoine, sur les stratégies de protection des actifs, sur les arnaques familiales. Oui, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai étudié les principes de pensée et enrichissez-vous de Napoléon Hill. J'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver sur l'intelligence financière et la protection du patrimoine. Parce que voyez-vous, l'argent, ça ne sert pas qu'à dépenser. Ça sert aussi à se protéger. Et une femme avisée en vaut deux. Maître Bertrand m'a félicité pour ma prudence. Il m'a dit, « Madame Moreau, vous avez raison d'être vigilante. J'ai vu trop de familles se déchirer pour des héritages. Vos dispositions sont sages. » Il a rédigé le Nouveau Testament authentique. Je l'ai signé devant lui et un deuxième notaire en présence de témoins. Et voilà, c'était fait. Le document original a été conservé dans son coffre sécurisé. Et j'ai gardé une copie certifiée conforme chez moi, dans mon propre coffre-fort. Je me sentais soulagé, protégé. Je me disais que quoi qu'il arrive, mes volontés seraient respectées. Mais c'était sans compter sur la ruse et la cupidité de ma chère petite fille et de son cher compagnon. Quelques mois sont passés, et franchement, les relations avec Mathilde sont devenues de plus en plus tendues. Elle m'appelait de moins en moins, et quand elle le faisait, c'était toujours pour me demander quelque chose. Un prêt par-ci, une garantie par-là, et moi, à chaque fois, je refusais poliment mais fermement. Je voyais bien que ça la rendait folle de rage. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne lui donnais pas accès à cet argent qu'elle considérait déjà comme le sien. Un jour, elle m'a même lancé. « Mais enfin, grand-mère, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent à ton âge? Tu ne peux même plus voyager, tu ne sors presque plus, tu n'achètes rien. À quoi bon garder tout ça pour toi? » Vous imaginez? Comme si le fait d'avoir 72 ans me privait du droit de gérer mon propre patrimoine comme je l'entendais. Comme si j'étais déjà morte et enterrée. Non, mais quelle insolence, franchement. Et puis, il y a eu cet épisode qui m'a vraiment mise la puce à l'oreille. C'était au printemps dernier, au mois d'avril. Mathilde m'a appelé un matin, toute mielleuse, toute gentille, le ton complètement différent de celui qu'elle avait eu ces derniers mois. Elle me dit, « Grand-mère chérie, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que je peux passer prendre le thé cet après-midi? J'ai envie de passer du temps avec toi, comme avant. » Bon, je me suis dit que peut-être elle avait réfléchi, qu'elle regrettait son comportement, que le lien familial était finalement plus fort que l'appât du gain. Naïf que j'étais. Elle est arrivée vers 15 heures, avec des pâtisseries de chez Ladurée, des macarons que j'adorais. On a discuté, elle m'a raconté sa vie, ses projets. Elle avait l'air sincère, presque comme l'ancienne Mathilde que j'avais connue. Et puis à un moment, elle m'a dit, « Grand-mère, je voulais te demander, est-ce que tu as pensé à mettre tous tes papiers importants en ordre? Tu sais, avec tes problèmes de santé, ce serait bien que je sache où se trouvent tes documents, ton testament, tes contrats d'assurance vie,
tes relevés bancaires, tout ça, au cas où il t'arriverait quelque chose pour que je puisse gérer les urgences. Sur le moment, sa demande m'a paru presque logique. C'était ma seule famille proche. Pourtant, quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise. Je lui ai répondu que tout était en ordre chez mon notaire, Maître Bertrand. Son sourire s'est figé lorsqu'elle a insisté pour avoir une copie de mon testament. Là, j'ai compris. Elle voulait y mettre la main. Je suis resté ferme. Elle a changé de sujet, contrarié. Après son départ, j'ai décidé de me protéger. J'ai fait installer des caméras discrètes dans mon appartement. 2 semaines plus tard, alors que j'étais à Lyon, une alerte s'est déclenchée. Mathilde et Julien étaient chez moi, fouillant partout. Ils ont ouvert le coffre, inventorié mes bijoux, photographié mes documents. Puis Mathilde a découvert la copie de mon testament. En réalisant qu'elle était presque déshéritée, elle est entrée dans une rage folle. Julien a alors suggéré de faire disparaître l'original, voire d'accélérer les choses en jouant sur mes problèmes cardiaques. J'ai compris qu'ils étaient prêts à me pousser à la mort. De retour à Paris, j'ai tout montré à Maître Bertrand. Il a sécurisé mon testament, multiplié les copies et renforcé la protection juridique de mon patrimoine. J'ai aussi transféré mes biens dans une structure qui empêchait Mathilde d'y accéder avant de longues années. Peu après, Mathilde a tenté de corrompre Sophie, l'assistante du notaire. Elle lui a proposé 50 000 € pour voler ou modifier mon testament. Sophie a été arrêtée en flagrant délit et a tout avoué. J'ai découvert que Mathilde s'était endettée en pariant sur mon héritage. Malgré tout, j'ai accepté de la rencontrer une dernière fois, seule. Elle a pleuré, accusé Julien, parlé de manipulation. Je l'ai écoutée, mais quand je lui ai demandé si elle aurait respecté mes volontés, elle est restée silencieuse. Je lui ai alors posé mes conditions. Quitter Julien, rembourser ses dettes, suivre une thérapie et reconstruire sa vie sans mon argent. Une seule chance. Sinon, elle ne toucherait jamais rien. Elle a promis. Je n'y ai cru qu'à moitié. Les semaines ont passé et au début, j'ai vraiment cru que Mathilde changeait. Elle m'envoyait des messages pour dire qu'elle avait quitté Julien, qu'elle vivait chez une amie, qu'elle voyait une thérapeute. J'ai vérifié discrètement, tout était vrai. J'ai pensé que peut-être elle avait enfin compris. Mais 2 mois plus tard, en juillet, tout a basculé. J'ai reçu un appel urgent de Maître Bertrand. À son étude, il m'a montré des documents qui m'ont glacé. Mathilde et Julien tentaient de me faire déclarer incapable pour prendre le contrôle de mon patrimoine. Ils contactaient d'anciens voisins, inventaient des témoignages, préparaient un dossier pour me placer sous tutelle. Ma propre petite fille voulait me faire passer pour sénile. Une trahison inimaginable. Sur les conseils du notaire, j'ai passé une série de tests médicaux et psychologiques. Les résultats ont prouvé que j'étais parfaitement lucide, avec même de très bonnes capacités cognitives. Leur stratégie tombait à l'eau, mais je n'allais pas en rester là. J'ai porté plainte pour tentative d'escroquerie, corruption, diffamation et abus de faiblesse. J'ai aussi modifié mon testament. Mathilde était désormais entièrement déshéritée. Tout mon patrimoine serait destiné à des associations, dont une fondation que j'ai créée pour aider les personnes âgées victimes d'abus financiers. Le procès a eu lieu en octobre. Moment douloureux, mais nécessaire. Mathilde a été condamnée à 2 ans avec sursis et une lourde amende. Julien a écopé de 3 ans ferme, déjà connu pour fraude. Le juge a validé mon testament et verrouillé toute contestation future. Après le verdict, j'ai ressenti à la fois du soulagement et un immense chagrin. J'avais protégé ma vie et mes biens, mais j'avais perdu ma petite fille. Les mois suivants, je me suis consacré à ma fondation et j'ai rencontré d'autres victimes. Cela m'a aidé à comprendre que je n'étais ni naïve ni coupable. L'argent révèle ce que chacun porte en soi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de Mathilde. Elle me demandait pardon, disait avoir quitté Julien, travaillé pour rembourser ses dettes et suivre une vraie thérapie. Elle n'attendait rien de moi, seulement ma compréhension. Je l'ai lu et rangé dans un tiroir. Je ne sais pas encore si je pourrais pardonner. Aujourd'hui, à 73 ans, je vis en paix. Je voyage, je lis, je travaille avec ma fondation, j'aide d'autres personnes âgées à se défendre. Mon cercle est plus petit, mais plus sincère. Cette épreuve m'a appris que l'argent n'est ni bon, ni mauvais. Tout dépend de ce qu'on choisit d'en faire.
Moi, j'ai choisi d'en faire quelque chose d'utile. Voilà mon histoire. Et maintenant, je me demande, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? L'argent a-t-il créé des tensions dans votre famille? Trouvez-vous que j'ai été trop dur ou pas assez? C'est